Bonjour, nous sommes à Theux et derrière nous c'est le château de Franchimont. Et nous sommes aujourd'hui avec mon ami Albert Moët qui va, pendant que nous nous promenons dans le château, qui va nous parler du château et de certains livres qu'il a écrits. Moi j'ai déjà une première question. Tu dis Albert Moët alors que ça s'écrit XH, comme de Xavier. Moi j'ai toujours, il y en a qui disent Xavier, Xavier. Albert, ça veut dire quoi ça? Eh bien en fait le XH wallon, car c'est vraiment une graphie wallonne, c'est la subsistance d'une ancienne façon d'écrire. Quand on écrivait à la main vraiment, on mettait une petite croix en haut du H pour indiquer que ce H était en fait aspiré. Et alors, quand on a normalisé l'écriture, c'est redescendu, c'est devenu un X. Ah, mais voilà, donc c'est pas un X en fait. Ce n'est pas un X, non, et c'est simplement une aspiration, exactement comme on connaît aussi dans les noms bretons le C''H, mais c'est exactement le même son finalement. Le château de Franchimont a vécu surtout sur 3 époques, mais la principale c'est autour de l'an 1000. Mais c'est-à-dire que c'est sa construction en quelque sorte. C'est évidemment beaucoup plus petit que ce qu'on connaît maintenant. Il faut dire que le château de Franchimont, c'était une défense à l'approche de la principauté de Liège. Liège avait un prince-évêque et le territoire de Franchimont, où il y avait 5 bancs, BAN, Oui. c'était donc en quelque sorte les marches, c'est pour ça qu'on parle parfois du marquisat de Franchimont, une des marches de la principauté de Liège vis-à-vis du duché de Limbourg et du duché de Luxembourg. Ils faisaient la guerre à l'époque? Il y avait beaucoup de guerres vraiment dans tous les coins, et ceci était évidemment une place forte qui devait verrouiller l'entrée de la principauté. Et c'est sur un éperon rocheux ici? Oui, oui, bien sûr. Il y a 3 vallées ici autour? Oui, on est dans un pays de vallées, un pays de collines. Il y a la vallée de la Hogne, il y a le Wayet un peu plus loin, et plus loin on retombe alors sur la vallée de la Vèze. Mais idem à la Hogne, ça s'écrit OE, non? Oui, mais là aussi, la façon d'écrire les nieux, si je puis dire. Évidemment, elle est bloquée comme ceci, hein, mais... Ah, elle est bloquée. Elle est bloquée. Elle est bloquée, oui. Oui, tu ne veux quand même pas nous faire marcher Albert là-dedans avec sa boule, sa cruelle. Comme des échos. Est-ce que le sanglier des Ardennes, Guillaume de la Marque, est-ce qu'il a vraiment habité ici? Oui, c'est-à-dire qu'il a eu un moment l'avouerie du château, c'est-à-dire que c'était un arrangement, il avait prêté de l'argent donc au prince-évêque, et donc il a occupé le château pendant un certain temps. 4000 florins, je crois. Ça doit être ça, oui. Florins or, hein? Oui, pas papier, non. Mais alors, évidemment, une date importante pour Franchimont, c'est 1468, c'est la fameuse expédition des 600 franchimontois contre Charles le Téméraire. Charles le Téméraire et Louis XI, qui jouait à double jeu. Et puis alors, il y a un autre de la Marque qui est très important pour le château ici, c'est Érard de la Marque, au début du XVIe siècle, qui était véritablement, on peut dire, un prince de la Renaissance et qui a largement embelli et agrandi, consolidé le château. C'est à lui, par exemple, qu'on doit la grande enceinte qui est toujours actuelle. Alors, tu fais partie d'une association qui protège enfin le château, qui en prend soin. C'est ça. Donc c'est une association qui s'appelle les Compagnons de Franchimont. Et nous travaillons ici comme bénévoles depuis 1967. Et depuis 9 ans, nous avons, vis-à-vis de la commune de Theux, un contrat de la gestion touristique. Nous nous occupons aussi des entrées. Et nous avons effectivement fait beaucoup de restaurations qui font qu'on peut aujourd'hui toujours le visiter, sinon ce serait plus qu'un tas de pierres. Oui. Maintenant, quand on se promène, on peut encore ramasser une grosse pierre sur la tête ou quoi? Parce que sinon, le château ne serait pas ouvert au public. Il faudrait distribuer des... Non, mais on peut dire que sans vous, il serait fermé. Hein? Je pense que honnêtement, sans nous, il serait fermé. Oui. Albert, il paraît qu'il y a un trésor dans le château. Oui, et il y a peut-être encore moyen de le trouver. Mais ce n'est pas sans danger. Parce que là, alors, on retrouve
un être fantastique qui n'est autre que le Verboek. Et quand je dis Verboek, ce n'est pas un bouc vert, c'est Verboek en un mot, V-E-R-B-O-U-C. C'est un mot exactement comme garou, c'est-à-dire que c'est un homme bouc. Alors, en fait, il faut savoir qu'à l'époque des croisades, il y avait un seigneur de Franchimont qui était parti en croisade en laissant évidemment une partie de son trésor ici dans le château. Et malheureusement, ce seigneur est mort en cours de route. Et il a vu, dans son délire, il a vu une silhouette sombre s'approcher. Il pensait que c'était son confesseur. Et il lui indiquait où était le trésor. En fait, lorsque le personnage s'est écarté, on voyait dans le sol des traces qui n'avaient rien de celles d'un confesseur, mais plutôt des pattes de bouc. Des pattes de bouc. Des pattes de bouc, justement. Et alors il faut savoir que, outre le fait que lorsqu'un trésor est enterré depuis 100 ans, il est automatiquement la propriété du diable, ici, puisque ça avait été donné en quelque sorte à ce diable. Oui, donc il y avait un Verboek qui gardait ce trésor. Et le Verboek, en fait, c'était quelqu'un un très bon gardien. Il y avait un moment dans l'année où il relâchait sa surveillance, c'était la nuit de Noël pendant 1 heure. Mais on savait que dès qu'il y avait du bruit, il arrivait de toute manière. Et c'est comme ça que deux franchimontois qui étaient un petit peu sans les moyens se sont dit c'est l'occasion de renforcer un petit peu nos finances. Ils ont très bien monté toute leur expédition, cherchant des outils sans marque, ou en tout cas n'ayant pas leur marque à eux. Ils ont préparé leur coup par l'entrée des casemates par le dessus, qui est en fait la sortie secrète d'évacuation des fumées. Donc ils sont descendus par là. Et sans bruit, bien sûr. C'est pour ça, dit-on, qu'ils n'ont jamais pris une femme avec eux, parce que... Enfin bon. Non, tu peux le dire, parce qu'une femme, ça bavarde tout le temps. Voilà. Sauf Edmé. Donc ils descendent, ils s'arrangent pour creuser dans le puits où était le coffre. Ils passent les ficelles, ils remontent, et au moment où le coffre arrivait quasiment au sol, il y en a un qui, en faisant son mouvement pour retirer le câble, se coince. Et ça y est, le Verboek s'est amené. Le Verboek, évidemment, alerté comme il n'aurait pas dû l'être. On entend tagram, tagram, tagram dans le château. Nos deux bons hommes laissent retomber tout le trésor, descend encore plus bas qu'il n'était avant. Et nos deux hommes se sauvent par le toit, dégringolent la colline, évidemment plein d'éraflures, etc. Mais sauf. Alors, la leçon de tout ceci, c'est que le trésor y est toujours. Et mon Dieu, si tu veux essayer une nuit de Noël, mais... Renaud, ne me dis pas que tu as cherché le trésor et que tu es descendu ici dedans. Je ne sais pas si j'ai cherché le trésor, mais effectivement, on est descendu ici dedans. Donc on a commencé à travailler quand on était beaucoup plus jeune et on a vidé le puits parce qu'il était complètement comblé, parce que le bâtiment qui est ici au-dessus avait dégringolé dedans et donc il était vraiment comble. Donc on a vraiment commencé au niveau 0 et on a travaillé pendant plusieurs années. Et ça descend à quelle profondeur? On est à 30 mètres pour le moment, mais il devrait descendre à 60-64 mètres pour retrouver le niveau de la rivière. Bah donc on peut aller à Teux. Il faut savoir que il a un grand diamètre. Bah oui, il est grand. Donc ça faisait une dizaine de tonnes de matériaux par mètre. Ce qui fait 30 x 10, ça fait 300 tonnes qui sont sorties. C'est ce qui explique que tu es tout courbaturé et vieilli avant l'âge. Bon. Albert, des légendes comme celle-là, tu en connais au moins 300, je crois. Hein? Oh, je ne les compte pas, mais enfin, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai que la région de Teux est particulièrement fertile parce qu'il y a la chèvre rouge, il y a la bête de Staneux, évidemment, qui est quelque chose de très intéressant parce que ça remonte aux Celtes, ça a été repris par les Gréco-Romains, et puis finalement, il y a encore des documents qui datent
du Moyen-Âge et qui donne par exemple aux habitants de Polleur certains droits parce qu'ils se sont rendus maîtres de la bête de Stannu, qui était un centaure femelle auquel on attribuait tous les méfaits du coin, mais je crois qu'on l'a un peu chargé. Mais Albert, il y a un truc qu'on n'a pas encore dit, c'est que tout ça tu l'as écrit. J'ai vu que tu as au moins sorti 40 publications auxquelles tu as soit participé ou que tu as vraiment rédigé toi-même. Oui. Et chroniqueur, tu as été chroniqueur à Radio Laine, enfin tu es connu comme le loup blanc, pas comme la bête de Stannu, mais comme le loup blanc. Non? Comme le verbouc. Oui. Hein? On en fait voir de toutes les couleurs. Oui. Parle-nous un petit peu de ton activité littéraire. Bon, eh bien, c'est vrai que j'ai commencé, je dirais, comme critique cinématographique, parce que c'est vrai que depuis l'enfance, j'avais eu le virus du cinéma. Et alors, j'ai travaillé pour une revue de télé pour faire des commentaires de films. Et puis alors, ça s'est développé dans d'autres directions. J'ai travaillé pour des journaux, pour des revues. Et alors, ça m'a amené à faire des ouvrages. Le premier, c'était, comme par hasard, un dictionnaire des légendes de l'Ardenne fantastique. Et puis, enfin, fatalement, dans ma carrière, si j'ose dire, j'ai fait beaucoup de critiques d'art, y compris alors des bouquins relatifs à la peinture, aux vitraux, etc. Ça fait un ensemble. Et mon Dieu, je crois que dans ce domaine-là, comme dans pas mal d'autres, plus on sait qu'on ne sait pas.